Donc, l'ANFH enregistre donc, le webinaire de ce jour pour les personnes absentes et l'enregistrement a démarré. Je vous laisse la parole, Gaëtan. Merci Nathalie. À tout à l'heure, du coup. Je préviendrai quand on aura pu finir nos discussions, ou en tout cas au moins la présentation générale, puisqu'on va quand même se réserver un petit temps, éventuellement s'il y a des questions à la fin. Si on a ce temps, on peut consacrer à des questions et réponses. Et d'ailleurs, à cet égard, je vous invite à utiliser l'onglet conversation que plusieurs ont déjà pu utiliser, hein, pour des éléments de convivialité. Si jamais vous avez des questions et que vous avez peur que ces questions vous échappent, et de ne plus y penser au terme du webinaire, eh bien, posez-les sur cet onglet-là. Comme ça, à la fin, quand je vous indiquerai qu'on peut basculer sur ce temps d'échange, je reprendrai le fil de conversation, ou je vous laisserai poser aussi à l'écrit. Alors, on va privilégier plutôt l'écrit, parce que comme l'a précisé Nathalie, avec le nombre de personnes qu'on est, les différents moyens de connexion, etc., on va plutôt essayer de ne pas mettre les micros et les caméras. Donc, si vous pouvez privilégier cette voie écrite pour poser vos questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai à la fin. Je vais me permettre de couper les micros. Hop, voilà. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros et caméras, voilà, pour qu'on puisse rester dans une dimension webinaire, pour qu'on puisse rester sur une présentation. Alors, c'est vrai que là, c'est le format webinaire, hein, donc on est ensemble jusqu'à 11 heures environ, donc sur une présentation générale qui concerne le rapport social unique. Mais aussi la base de données sociales. Forcément, puisque quand on parle de rapport social unique, il faut qu'on puisse étudier ce qu'est cette base de données sociales à partir de laquelle tout commence. On va donc l'envisager, à la fois dans sa philosophie générale et surtout par rapport au changement qu'implique la mise en place de ce rapport social unique par rapport au bilan social. Et puis, donc, dans un premier temps, hein, ce passage de l'un à l'autre, mais aussi eh bien, la constitution du rapport social unique, déjà la mise en œuvre de la base de données sociales en détail, hein, voir qu'est-ce qu'elle contient et à quel point elle peut être précise, aussi sur les données sociales qui y sont renseignées, et puis bien entendu son impact et ce à quoi elle devrait servir. Et certainement, pour l'instant, on a des éléments réglementaires sur ce à quoi elle peut servir. On a des idées aussi sur la manière de l'utiliser, mais peut-être qu'à l'avenir aussi, eh bien, cette base de données sociales et ce rapport social unique serviront à bien d'autres choses, forcément. Vous avez dû voir ce qu'il en est, hein, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui de très précis, cette base de données sociales et ce rapport social unique. En sachant que c'est un nouveau support surtout, hein, et je sais qu'il y a des établissements qui parfois ont repris leur bilan social et puis ont juste écrit dessus rapport social unique. Bon, ça remplit pas les conditions réglementaires, ça c'est sûr. Après, je sais aussi que dans les établissements, à la fois les établissements sanitaires, mais aussi médico-sociaux, on n'a pas forcément le temps disponible pour pouvoir se pencher sur cette spécificité de rapport social unique. Surtout que c'est un petit peu compliqué de pouvoir le mettre en œuvre pour plusieurs raisons, hein, mais notamment sur le manque peut-être de richesse réglementaire sur ce point pendant une certaine période. Donc, le sujet commence à arriver, surtout parce que eh bien, on doit avoir mis en œuvre la base de données sociales avant le 31 décembre 2022. Donc, c'est aussi pour ça l'importance aujourd'hui de bien se concentrer dessus, savoir quelles sont les données à prendre en compte. Et vous verrez, ça peut être long, parce qu'il y a beaucoup d'items, hein, il y en a 9 dans la base de données sociales, qui sont subdivisés eux-mêmes en beaucoup de catégories et qui vont vraiment dans la précision.
Et on verra aussi, ils vont dans la précision, ces critères indiqués, mais ils ne sont pas forcément obligatoires pour tout le monde aussi. Tout dépend de si vous êtes un établissement de plus ou moins 300 agents, hein, parce que vous le savez aussi, auparavant, le bilan social était obligatoire pour les établissements de plus de 300 agents en termes d'effectifs. Il était facultatif pour les autres. Aujourd'hui, on reprend aussi un petit peu ce principe, c'est-à-dire qu'il y a des données qui seront obligatoires pour les établissements, pour tous les établissements, donc même ceux à moins de 300, et des données qui seront facultatives pour les établissements de moins de 300 agents et obligatoires du coup pour ceux qui ont plus de 300 agents. Donc, bien faire la différence entre les deux, je vous préciserai ces éléments-là au long de ce webinaire. Euh, et donc, ce nouveau support, quelque part, il reprend toutes les données des précédents bilans sociaux. Euh, il y agrège forcément des informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne les nouveautés légales et réglementaires issues de la loi de transformation, parce que c'est tout un régime juridique qui est modifié, c'est tout un paradigme qui est même, je dirais, parfois bouleversé depuis la loi de transformation du 6 août 2019, puisque eh bien, cette loi a quand même inversé la hiérarchie des normes en introduisant la notion de ligne directrice de gestion qui est centrale en la matière. En matière de gestion administrative et quand on parle de rapport social unique, eh bien, à l'avenir, on devra aussi parler de ligne directrice de gestion, puisque même si je pense aujourd'hui, la plupart des établissements ont fini de rédiger leur ligne directrice, eh bien, il en demeure pas moins que eh bien, le rapport social unique devient aussi une base qui va permettre de rédiger ces lignes directrices de gestion. Alors, les données obligatoires pour les établissements de moins de 300 agents, elles figurent dans l'arrêté euh, qui fixe les critères à retenir dans le cadre de la base de données sociales, l'arrêté du 28 avril 2022, qui précise exactement quelles sont les données ou pas, hein. Vous avez dans les annexes ces mentions-là. En gros, vous avez dans les annexes à l'arrêté du 28 avril 2022, donc l'arrêté du 28 avril 2022, qui est un des textes fondamentaux, notamment pour aujourd'hui, pour ce webinaire, c'est celui qui fixe la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales au sein des établissements de la fonction publique hospitalière. Et du coup, eh bien, cet arrêté et son annexe débutent par une précision sur les mentions qui sont obligatoires pour tous les établissements et ceux qui sont facultatives pour les établissements de moins de 300 agents. Donc vous avez ces informations dans l'arrêté, mais je vous les préciserai aussi parce que parfois on perd en visibilité sur un texte avec les codes qui sont indiqués. Alors, je vous disais justement que ce nouveau support, il reprend les données antérieures, mais il va un petit peu plus loin, notamment pour prendre en compte toutes les nouveautés légales et réglementaires qui sont issues de la réforme de la loi de transformation de la fonction publique, et donc eh bien, intègre beaucoup d'éléments en ce qui concerne la diversité et l'égalité professionnelle. Vous verrez, la plupart des critères, vous avez peut-être déjà commencé à le voir, la plupart des critères à indiquer dans la base de données sociales vont être recoupés selon le genre des agents et l'âge et les catégories hiérarchiques aussi sur ces points. Et donc, eh bien, il est ce rapport social unique complètement en phase avec ces nouveautés législatives et réglementaires issues de la loi de transformation. Auparavant aussi, le bilan social, c'était tous les 2 ans, quand on était un établissement de plus de 300 agents, on présentait ce bilan social tous les 2 ans, notamment aux instances. Désormais, le rapport social unique, c'est tous les ans. Tous les ans, sur la base, sur le fondement de la base de données sociales qui sera accessible notamment aux représentants du personnel et au CSE. Ce qui est important aussi, c'est qu'on avait le bilan social et on avait d'autres choses. On avait notamment le rapport sur
la santé et la sécurité au travail, on avait le rapport sur la situation comparée homme-femme, on avait le rapport sur l'obligation d'emploi des agents en situation de handicap ou des personnes qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Eh bien, le rapport social unique va reprendre tous ces éléments. Donc, ça va vraiment être un document complet, global, qui va permettre aux établissements d'avoir une photographie de leur situation, photographie vraiment très précise, hein, parce que vous allez voir sur les critères qui sont retenus au sein de la base de données sociale, la manière de relever ces critères, de pointer tous les indicateurs, c'est vraiment extrêmement précis et c'est ce qui vous permet en particulier d'agir. Quand je vous disais que c'est sur la base du rapport social unique qu'on va ensuite pouvoir élaborer nos lignes directrices de gestion, au final les réviser, eh bien, c'est parce que on aura des critères extrêmement précis qui vont nous permettre d'agir sur tous les angles. Après, il ne faut pas non plus se mentir. Le rapport social unique, ce n'est pas que un moyen pour l'établissement, même si principalement c'est fait pour ça. C'est aussi un moyen, bon, pour l'établissement, donc pour la direction, pour les représentants de personnel, d'avoir une photographie de l'établissement, son état de santé, qui permet ensuite d'agir pour savoir où intervenir et comment intervenir. Mais ça va être aussi le moyen pour les instances supérieures au-dessus des établissements, hein, la DGOS, le ministère de la Santé, et puis encore plus haut, l'administration et potentiellement la DGFP ou peut-être le ministère de la fonction publique, de recouper tous les éléments, toutes ces photographies de tous les établissements au sein de la fonction publique pour avoir une idée de ce qu'il en est. Quand on réfléchit au rapport océanique et quand on voit tous les critères qui y sont développés, vraiment, moi, je n'enlève pas de l'idée que ça participe exactement de toutes les évolutions réglementaires qui ont eu lieu depuis la loi du 6 août 2019. C'est-à-dire que c'est même quelque part peut-être un point d'aboutissement de cette réforme, puisque il me donne, moi, le sentiment qui referme une page. C'est-à-dire que ça a été ouvert par la loi de transformation avec une grosse production de textes réglementaires en 3 ans et demi même, enfin 3 ans, et toute une modification, toute une tentative de modification de l'environnement fonction publique et le rapport social unique me semble être un petit peu peut-être le point d'orgue de toute cette réforme-là et de tout ce qu'on a voulu faire avec cette réforme. Quand on voit le rapport qui a pu être remis par la Cour des comptes en septembre 2021 sur l'état de l'absentéisme dans la fonction publique, et quand on regarde ce rapport-là à l'aune des critères qui sont développés dans la base de données sociales, on se dit que c'est pour donner à l'État et peut-être notamment à la Cour des comptes, mais à d'autres organismes de contrôle, plus de moyens pour intervenir sur les choses qui ne vont pas, sur les dysfonctionnements observés dans les établissements publics et sur les moyens à mettre en œuvre pour résoudre ces difficultés-là. Hein, quand je vous parlais du rapport de la Cour des comptes en septembre 2021, c'est un rapport sur l'absentéisme. Donc c'est un point. C'est un point qui est traité dans la base de données sociales. Mais en exploitant une base de données sociale de tous les établissements de la fonction publique sur le territoire, eh bien, on est en mesure d'identifier les difficultés, de savoir tout simplement combien de personnes ça concerne, combien de jours d'absence, combien de TP, etc. Et donc ensuite, en ayant tous ces éléments, eh bien, au niveau national, plus qu'au simple niveau local, on sera en mesure d'avoir des éléments euh, excusez-moi, d'avoir des éléments qui nous permettent d'intervenir, de légiférer, de prendre des décrets. Et peut-être des choses qui sont plus adaptées. Parce que, on ne va pas se mentir non plus, on sait que dans les établissements euh, relevant de la fonction publique hospitalière, mais je dois dire que, a priori, le constat est unanime dans les trois versants, on peut avoir l'impression des fois que les textes sont pris de manière déconnectée au réel. Il manque de caractère, parfois, pratico-pratique. Et c'est pour cette raison-là que, eh bien, aujourd'hui, on a une base de données sociales extrêmement concrète, extrêmement précise, parce que, enfin, j'espère en tout cas, qu'elle servira après à avoir tous les éléments concrets et précis qui permettent d'intervenir. Bien sûr, il faut qu'elle soit renseignée conformément à ce qui est indiqué dans la réglementation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à la fois
sa mise en place, c'est les objectifs de ce rapport social unique et la manière de renseigner la base de données sociales. Je vous propose que dans un premier temps, on puisse étudier le passage justement du bilan social au rapport social unique pour qu'on puisse identifier les éléments qui nous permettent de passer de l'un à l'autre, éventuellement les justifications. Alors, rapidement, un peu d'histoire. À l'origine, le bilan social avait fait l'objet déjà d'une modification en 2013. Et je vous le disais, hein, ce bilan social qui avait fait l'objet de cette évolution en 2013, c'était vraiment pour lui donner cette dimension stratégique et dynamique et de présenter certains indicateurs moins dense qu'aujourd'hui, mais pour donner un certain ancrage à la fois à l'intérieur des établissements, mais aussi à l'intérieur d'une même région, d'un schéma régional. Donc on a ces éléments importants hein, qui sont identifiés et on avait un socle minimal d'indicateurs qui nous permettait d'intervenir. Donc si jamais on avait plus de 300 agents, comme je vous disais, hein, parce que c'est aussi le seuil qui permet cette intervention, qui permet de produire un bilan social auparavant, ceux qui avaient moins de 300 agents pouvaient quand même créer leur bilan social, mais avec une certaine marge de manœuvre dans son élaboration, dans sa constitution, dans les critères à renseigner. Pour répondre rapidement à une question, oui, vous allez recevoir le support via la NFH, ainsi que le replay du webinaire. Et donc ce bilan social, à l'origine, il était composé de plusieurs éléments. Il était composé de plusieurs éléments. Il y avait l'État. Oui, non, c'est bon. Il y avait l'État et l'analyse des données sociales de l'établissement. Il y avait la gestion des ressources humaines au sein des pôles d'activité et la mise en perspective des données sociales. C'était donc quelque chose qui pouvait s'avérer plutôt simple, un objectif tout désigné, aussi très simple, qui était d'anticiper et de prévenir les événements. C'était un outil de management et d'objectiver la mise en œuvre d'une réflexion stratégique, favoriser le dialogue social et aussi permettre à tout le monde de s'approprier les thématiques ressources humaines, puisque quand on se penche sur la stratégie, on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose qui nous permet d'agir sur la politique menée au sein de l'établissement. Et donc, ces éléments-là, c'est des éléments qui étaient très utiles, hein, à travers le bilan social, qui a été étudié à chaque fois en instance. Et les représentants de personnel ne manquaient pas aussi de pouvoir se servir de ce bilan social pour demander la mise en place de certaines actions au sein de l'établissement, ce qui était tout à fait normal. Et donc, il servait déjà hein, de débat pour permettre une évolution des politiques des ressources humaines. Il était rendu public, etc. Hein, donc, initialement, pour favoriser le dialogue social à l'intérieur de tous les établissements, c'est devenu un vrai dispositif statistique hein, qui a permis aux législateurs, au pouvoir réglementaire, d'apporter tous les ajustements, toutes les réformes nécessaires au bon fonctionnement du statut de la fonction publique. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est une nouvelle marche dans cette gestion intégrée, en quelque sorte. On va sur un rapport social unique en agrégeant toutes les informations, en ayant quelque chose de vraiment très précis, très dense, avec notamment la base de données sociales, pour permettre potentiellement des réformes plus concrètes, plus précises. Excusez-moi. Et donc, les données du bilan social contribuent aussi à une meilleure répartition de l'emploi.
hein, une dimension aussi plus stratégique, plus efficace, qui est tournée aussi vers l'emploi et les compétences, qui va être tournée vers la stratégie d'efficacité, hein, et mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Donc ça va vraiment être un outil très intéressant qui va permettre d'exploiter. Et parfois même, je pense que vous vous en rendez compte, parce qu'on peut avoir un sentiment sur l'état de santé de notre établissement, mais c'est parfois en posant les chiffres noir sur blanc qu'on se rend compte des choses. Et donc là aussi, ça peut permettre à la direction de faire des constats, de dire, ah bah, je pensais pas que c'en était à ce point, et donc éventuellement vous-même de réajuster concrètement certaines politiques de ressources humaines mises en place au sein de l'établissement. Donc ça va pas être qu'un outil qui va permettre au gouvernement d'agir. C'est un élément, effectivement. Mais je pense qu'en premier lieu, c'est à l'établissement aussi de pouvoir identifier les difficultés, notamment après d'inscrire des solutions dans les lignes directrices, hein, dans la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, euh, mais avec ce caractère plus précis. Eh bien, on devrait avoir normalement une gestion plus précise aussi, parce qu'on va vraiment vers quelque chose de plus ambitieux pour servir de base à une réflexion stratégique d'établissement, des éléments prospectifs, mais aussi renforcer la diversité, éventuellement la parité, l'égalité professionnelle, que j'entends d'un point de vue égalité femmes-hommes, mais aussi égalité à l'égard des agents en situation de handicap. Ce rapport social unique, il a ces intérêts-là et c'est une nouvelle marche, hein, par rapport au bilan social. Et ce rapport social unique, hein, c'est donc le même support, hein, que le bilan social, pas de grosse surprise de ce point de vue-là. Euh, et il intègre tous ces nouveaux instruments qui sont mis en place depuis la loi de transformation de la fonction publique. Euh, et, euh, euh, Et donc, le rapport social unique va être rédigé sur la base de la base de données sociales. C'est d'ailleurs même la base de données sociales, hein, qui demande le plus de réflexion, qui demande le plus de travail, qui demande aussi le plus, enfin, qui implique le plus d'interrogations. Mais en regardant en détail tous les critères qui sont prévus au sein de la base de données sociales, on se rend compte aussi de la densité de ce document-là et on se rend compte de l'intérêt qu'il a de rentrer autant dans le détail. Et donc, chaque année, on va pouvoir réviser cette base de données sociale qui sera accessible aux représentants du personnel, donc eux-mêmes aussi qui pourront consulter, pourront faire des propositions sur la dimension stratégique de l'établissement selon ce que vous avez décidé en interne, hein, si vous associez notamment les représentants du personnel dans le cadre de la rédaction de vos lignes directrices de gestion, eh bien, le fait qu'ils aient à disposition la base de données sociales, ça va leur permettre de nourrir leur réflexion et de vous apporter des éléments aussi parfois plus constructifs sur tout ça. Alors, tout simplement, hein, la base de données sociales et rapports socialiques, c'est vraiment une photographie extrêmement précise de l'établissement, de son état de santé, de tout ce qui s'y passe, à la fois en termes de mouvement, à la fois en termes de congés, de mobilité, de recrutement, de départ, de gestion des agents sur différentes situations, hein, notamment en congé maladie, etc. Donc tous les éléments qui vont être la vie au sein de l'établissement. Et donc, du coup, la base de données sociales reprend tous ces éléments. On va avoir le décret du 30 novembre 2020, d'une part, qui va nous rappeler ce qu'est le rapport social unique et sur la base de quoi il est fait, donc la base de données sociales, de manière assez succincte, hein, le décret du 30 novembre 2020, il reprend les items de la base de données sociales, mais voilà, de manière résumée, même si ça fait 2 pages, mais il y a tellement d'items que forcément, eh bien, en 2 pages, on n'a pas pu tout prévoir. Euh, et, euh, et ensuite, on a l'arrêté du 28 avril 2022 dont je vous parlais juste à l'instant, hein, sur tous les éléments qui vont être repris au sein de la base de données sociale, donc tous les indicateurs, et surtout, eh bien, quels indicateurs je dois prévoir quand je suis un établissement de moins de 300 agents, quels indicateurs je dois aussi indiquer si je suis à plus de 300. Je vous donnerai ces différences à chaque fois, sur chaque indicateur.
Et du coup, eh bien, il nous dit aussi comment constituer cette base de données sociale à travers la ventilation des effectifs, donc un tableau avec la ventilation, mais aussi la base de données sociale nous demande d'opérer des croisements. Et on va revenir sur cet élément tout à l'heure, puisque, enfin, pas trop longtemps non plus, hein, on n'a pas le temps, mais on va revenir sur cette dimension-là, statistique, parce que c'est, je pense, assez fondamental en la matière de base de données sociales. Donc, comme je vous le disais, hein, la composition, elle est très simple. Le rapport social unique qui présente toutes les données issues de cette base de données sociales qu'on va voir. Et ensuite, eh bien, il analyse. Parce que, effectivement, on peut penser au fait qu'il va falloir constituer une base de données sociale, mais une fois qu'on a constitué la base de données sociale, comment je passe au rapport social unique? C'est très simple. C'est juste, eh bien, j'ai une base de données sociale, donc tous les éléments statistiques. Donc c'est du factuel, c'est de l'observation, c'est du constat. Et ensuite, eh bien, le moment où je passe au rapport social unique, c'est le moment de l'analyse de tout ça. Et éventuellement, le moment où je vais pouvoir faire des analyses croisées pour opérer des constats qui vont me servir pour après. C'est ça l'intérêt de cette base de données sociale, puis du rapport social unique. On doit envisager les deux ensemble pour tout ça. Dans ces analyses, on va avoir toutes les caractéristiques des emplois, toute la situation des agents qui relèvent du comité social de l'établissement dans lequel est élaboré ce rapport social unique, mais même aussi hein, de tous les agents de l'établissement, même ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité, mais qui travaillent en lien avec l'établissement. Et comme je vous le disais aussi, eh bien, la situation comparée des femmes, des hommes, toutes les mesures relatives à la diversité, la lutte contre les discriminations, l'insertion et la compensation de l'emploi des personnes en situation de handicap aussi, hein, va vraiment prendre en compte tous ces éléments. Et j'insiste sur la situation comparée femmes-hommes, puisque c'est effectivement une grille d'analyse aujourd'hui qu'on a dans la fonction publique. Il faut adopter une sorte de réflexe. Et vous verrez, hein, dans les critères et les indicateurs relevés dans la base de données sociales, on a constamment cette référence au genre pour pouvoir étudier les éventuelles inégalités. Je dirais que dans la fonction publique hospitalière, on n'a pas forcément de difficulté de ce point de vue-là. Je peux l'entendre dans la fonction publique d'État, éventuellement territoriale aussi, puisque on se rapproche un petit peu plus déjà de la parité, où on s'éloigne de la disparité, mais dans la fonction publique hospitalière, en général, on n'a pas forcément, c'est pas forcément un sujet prégnant. C'en est un qui est important, qui est réglementaire, hein, mais qui est peut-être pas de la même importance que dans d'autres versants, mais il faut en tenir compte. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est réglementaire dans tous les cas. Cette situation femme-homme, elle est importante hein, de ce point de vue-là, parce qu'on va avoir cet état de la situation comparée à chaque indicateur. On va avoir cette référence-là qui va être faite sur le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion, bien entendu, hein, les conditions de travail, et puis tout ce qui est discrimination, violence, harcèlement, agissement sexiste aussi. C'est un des indicateurs de la base de données sociales. Et puis, tous les éléments en matière de rémunération, qui est aussi un indicateur de la base de données sociales, pour pouvoir tracer les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, en sachant que si aujourd'hui on parle d'inégalité de rémunération entre femmes et hommes, bon, la dernière fois, j'entendais ma femme et une amie qui discutaient de cette inégalité de rémunération. Sauf que ces deux personnes, ma femme et notre amie, sont agents publics. Et je leur dis, mais en fait, dans la fonction publique, en général, déjà, pour les fonctionnaires, les grilles sont assez carrées et on ne peut pas faire autre chose que de les suivre. Et donc, du coup, ça va pas se passer comme ce qu'on peut fantasmer du secteur privé où une femme arrivée, on va la payer 30% de moins qu'un homme. Bon, a priori, c'est un constat qui est fait parfois, mais dans la fonction publique pour les fonctionnaires, pas forcément envisageable. Euh, et c'est vrai que, après, elles me disent oui, tout à fait. Euh, mais elles auraient pu me retourner l'argumentaire en me disant si l'inégalité femmes-hommes existe, mais c'est pas au moment du recrutement, comme on peut l'envisager ou comme parfois on l'entend sur cette différence de 30% dans le secteur privé. Non, c'est plutôt au moment de la sortie.
de la fonction publique qu'on observe cet écart de rémunération. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va avoir les femmes qui vont avoir des accidents, enfin pas des accidents, mais des interruptions de carrière plus fréquentes. Parce que, il ne faut pas se mentir non plus, 90% des congés parentaux sont pris par des femmes, et même si on a une compensation sur le droit à avancement qui est mis en œuvre à l'égard des personnes qui bénéficient d'un congé parental, il n'est pas non plus total. Enfin, cette compensation n'est pas totale. Et donc, du coup, il y a forcément un retard de carrière, un retard en avancement qui implique derrière un retard en matière de rémunération. Et je vous parle que d'un seul dispositif, le congé parental, mais on pourrait parler de plusieurs autres dispositifs qui vont éventuellement générer des écarts, mais pas au recrutement, plutôt tout au long de la carrière, ce qui va avoir pour conséquence qu'une personne, vous prenez une femme et un homme, même niveau de diplôme, même expérience, même âge, etc., ils rentrent en même temps dans la fonction publique, et bien probablement que dans au moins la moitié des situations, et ça c'est plutôt une observation statistique, et bien dans au moins la moitié des situations, l'homme, à la fin de sa carrière, va avoir une rémunération plus élevée que la femme. C'est un constat. Euh, et en fin de compte, c'est aussi dans le cadre de ce constat que je viens de vous faire, mais qui est un des constats parmi tant d'autres, hein, on pourrait parler d'absentéisme, on pourrait parler de beaucoup d'autres situations, eh bien, c'est à travers ce constat que on se dit l'intérêt d'avoir des indicateurs comme ceux présentés dans la base de données sociale, puisque la base de données sociale va avoir des éléments croisés. Elle va nous dire quels sont les effectifs, ok, quelle est la rémunération de ces effectifs, par contrat, par type d'emploi, par catégorie, par genre et par euh, statut, etc. Et en ayant ces éléments croisés, ça va nous permettre de dégager des choses. C'est-à-dire qu'on va voir qu'une femme de tel âge, avec telle expérience et dans telle catégorie, ben, en fin de compte, sa rémunération va être à tel niveau par rapport à un homme qui a le même âge, qui est dans telle catégorie. C'est ces éléments croisés qui vont nous permettre de dégager un constat. Et peut-être même que dans les années qui arrivent, peut-être dès 2023, on fera des constats généraux sur l'état de la fonction publique qu'on n'avait jamais vraiment constaté. D'où l'intérêt d'avoir ce rapport social unique et cette base de données sociales. Mais il faut pouvoir la constituer, ce qui n'est pas chose totalement aisée non plus. Euh, mais vraiment, hein, je pense que faut pas que ça en reste à une coquille vide ou une obligation réglementaire qui vous pèse à élaborer, hein. Il me semble que c'est un peu comme les lignes directrices de gestion, en fait. Avec mon collègue Florent, que vous connaissez peut-être, on a participé à l'élaboration de beaucoup de lignes directrices, hein, une bonne cinquantaine. Et on a pu constater que si on leur donnait vraiment toute la dimension dynamique et constructive qu'elles voulaient donner, ou en tout cas que le gouvernement a voulu leur donner, c'était un outil assez formidable. Je pense que le rapport social unique et la base de données sociales sont un petit peu dans cette veine aussi, devraient permettre de pouvoir accéder à une modification de réglementation, à une meilleure performance de la réglementation et à une meilleure utilisation des emplois, des ETP, tout simplement au sein des établissements. Cet élément, je l'observe à l'égard de la situation comparée femmes-hommes, mais aussi, et comme je vous le disais, hein, le deuxième point qui peut être important, un peu moins transversal dans la base de données sociales, mais quand même important, c'est aussi l'emploi des agents en situation de handicap, hein, où on va pouvoir déterminer le taux au sein de l'établissement, le nombre d'agents concernés, les déclarations d'emploi qui ont pu être faites, et euh, ce taux d'emploi des agents en situation de handicap au sein de l'établissement, éventuellement aussi les contributions au FIPHFP qu'on a pu faire. Ce qui peut ensuite nous donner comme idée eh bien, de partir sur une convention triennale. Si on en a déjà une, eh bien, on peut tracer dans le rapport social unique toutes les actions concrètes qu'on a mises en place ou qu'on souhaite poursuivre ou qu'on souhaite mettre en place à l'avenir. Si on est dans le cadre d'une convention triennale, bon, bah, sur les 3 années à venir en matière de recrutement, de reclassement, de reconversion, de maintien dans l'emploi, de formation, peut-être d'accès aussi au corps de niveau supérieur, parce qu'on a des procédures mises en place depuis la loi de transformation et a priori, tous les décrets handicap sont sortis pendant le premier confinement de mars 2020. Donc, on a aussi éventuellement un petit peu de recul sur tout ça, hein, sur le recrutement des apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi et de leur titularisation, des contrats des agents en situation de handicap ou éventuellement du détachement dans un corps de niveau supérieur. Euh,
mais peut-être des choses encore plus concrètes, l'aménagement des épreuves de concours ou la cession de matériel à l'occasion d'une mobilité exercée par un agent en situation de handicap. Tous ces éléments, on va les tracer et on va pouvoir observer la performance de l'administration dans ce domaine-là. Et donc, à travers quoi exactement on va le faire? Vous avez dû lire le décret, voire l'arrêté du 28 avril 2022, hein, qui nous précise tous ces items à tracer qui vont nous permettre de relever ces situations. On a la situation des effectifs, on a les parcours professionnels, le recrutement, la formation, etc., etc. En gros, dans eh bien, le rapport social unique, on va reprendre les éléments qu'on a pu développer dans la base de données sociales à travers toute la gestion des ressources humaines de l'établissement. Dans la base de données sociales, on en a 9 des items précis, c'est-à-dire 9 parties sur lesquelles on va pouvoir se concentrer pour ensuite eh bien, être en mesure de détailler tous ces éléments parce que on a effectivement 9 items dans la base de données sociale, mais eh bien, on a derrière ces 9 items une subdivision de chacun de ces sujets. Une subdivision qui va nous permettre justement de rentrer dans ces détails et une précision réglementaire sur la manière de les subdiviser, de croiser toutes ces données-là. Alors, là, je vous montre ces critères dans le rapport social unique. Hein, donc, on va avoir surtout l'emploi. Donc, à travers l'emploi, hein, c'est les éléments que je vous ai mis dans cette slide. Mais on va revenir sur tout ça. L'emploi, le recrutement, le parcours professionnel, donc toutes les mobilités notamment, hein, et les positions administratives. La formation aussi, un point important sur la formation, sur les rémunérations, sur la santé au travail, bien entendu sur l'organisation du travail, donc le temps de travail en particulier, mais aussi l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, toute l'action sociale, et enfin eh bien, le dialogue social et la discipline aussi seront tout autant de sujets qui doivent être abordés dans le cadre de ce rapport social unique euh, au sein des établissements relevant de la fonction publique. On va revenir en détail sur ces items. Avant ça, voyons quels sont les objectifs de rapport cyanique. Je vous disais, c'est des objectifs qui sont poursuivis, qui sont un peu similaires à celui de la ligne directrice des lignes directrices de gestion dans la forme. Et puis sur le fond, nécessairement, hein, c'est, je vous ai dit, euh, les lignes directrices de gestion sont alimentées par le rapport social unique, par la base de données sociales. Le rapport social unique, si c'est un état des lieux de toutes les données relatives aux effectifs, pour définir une politique RH ambitieuse et adaptée aux enjeux de l'administration, à la situation actuelle, à, à notre environnement et à tous les challenges aussi auxquels sont confrontés les établissements aujourd'hui dans la fonction publique en général et dans les trois versants, eh bien, ces objectifs, c'est voilà, c'est mesurer l'évolution des données, puisque je vous ai dit que ça nous permettait d'avoir une photographie et une idée de la manière dont on pouvait orienter notre stratégie au sein de l'établissement. Mais ça peut être aussi tout simplement un moyen de mesurer l'évolution de notre établissement. Est-ce qu'il va dans le bon sens? Est-ce que eh bien, les engagements que j'avais pris à l'origine sont respectés et ils nous ont permis d'observer une évolution? Hein, vous savez que dans le cadre du CSE, hein, dont les élections se sont terminées hier, eh bien, dans le cadre des élections au CSE et des compétences du CSE, on a ça. On a le fait que le CSE va à la fois pouvoir rendre un avis sur l'opportunité d'adopter des lignes directrices de gestion, mais aussi chaque année, il va y avoir un débat annuel sur la mise en œuvre des lignes directrices, sur le fait que on ait utilisé tel critère pour permettre l'avancement, ou dans la stratégie pluriannuelle, on a utilisé tel élément. En gros, le débat en CSE, c'est où est-ce qu'on en est. Et où est-ce qu'on en est? Eh bien, c'est aussi une question qu'on va se poser au regard des données qu'on a pu relever dans le rapport social unique. Donc les établir, mais aussi les réviser
ces lignes directrices et savoir si eh bien, c'est quelque chose qui permet de fonctionner et de rendre plus efficace l'action de l'établissement et la valorisation des agents qui y évoluent. Éventuellement aussi, ça peut être se comparer avec des établissements de taille équivalente. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait moins bien, qu'on fait mieux, etc. Éventuellement, on peut aussi leur permettre de leur donner des idées en matière de performance. Donc, c'est vraiment une organisation, une architecture qui va permettre de pouvoir irriguer tous les domaines, de mettre en place des actions spécifiques aussi, éventuellement, hein, sur la gestion prévisionnelle des compétences, sur les plans de formation, etc. Normalement, on devrait avoir voilà, des choses, hein, c'est une obligation réglementaire qui devrait entraîner derrière une amélioration aussi de la gestion au sein des établissements par rapport à cette irrigation de tous les sujets dont je vous parlais à l'instant. Et vous voyez, cette irrigation, on pourrait la voir sur plusieurs éléments. Je vous ai parlé des lignes directrices de gestion, forcément, hein, ça va nourrir les lignes directrices de gestion, mais eh bien, à travers ces lignes directrices, donc les deux lignes, hein, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, mais aussi la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, donc la stratégie d'établissement, la stratégie RH, et pas seulement, hein, tout simplement une stratégie globale, la politique de l'établissement même, ça devrait nourrir tous ces éléments. Ça va être aussi une remontée sur l'ensemble des situations dans l'établissement, hein. Je pense à plein de sujets. Si on agrège dans le rapport social unique tous les éléments qui concernent les dangers graves et imminents, les accidents qui ont pu être relevés dans l'établissement, mais aussi les rémunérations, les formations, euh, tous les signalements qui ont pu être faits ou les utilisations de la procédure d'alerte, etc. Normalement, toutes ces remontées-là devraient nous donner une photographie et ensuite, derrière, et bien, tout de suite, un moyen d'intervention sur ce qui serait intéressant de mettre en place. Éventuellement même, on réajuste une situation en mettant en place une procédure parce qu'on se dit que c'est la bonne idée pour éviter que la situation qu'on a observée dans le RSU se renouvelle. Et on observe au bout d'un an, 2 ans, 3 ans qu'au final, ça ne marche pas. On essaiera une autre solution. C'est aussi ça l'intérêt, hein, c'est de voir qu'est-ce qui va permettre d'améliorer l'établissement et éventuellement, tout simplement, l'établissement et les agents qui sont en son sein vont évoluer très régulièrement et permettre aussi, du coup, à l'établissement d'avoir une évolution dans les actions qu'il mène qui va être plus proche du quotidien des agents, qui va être plus proche de la réalité et de ce qu'ils vivent régulièrement. Euh, donc c'est tous ces éléments aussi, et notamment aussi, hein, comme je vous disais, c'est un des éléments importants aujourd'hui du rapport social unique, hein, l'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes. Et donc la base de données sociales va servir aussi à en dégager un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer justement cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, hein, le plan pluriannuel d'égalité femmes-hommes que vous avez déjà dû adopter au sein de vos établissements. C'est un petit peu ça, la différence, l'amélioration qu'il y a par rapport au bilan social qu'on avait jusqu'ici, qui avait déjà fait l'objet du coup, hein, de cette amélioration en 2013 et qu'on a essayé d'améliorer avec ce rapport social unique. Très bien. Euh, alors, bien entendu, dans le cadre de l'élaboration de ce rapport social unique, eh bien, on va devoir d'abord et au préalable constituer une base de données sociales qui ensuite fera l'objet d'une transmission plus tard, un mois, eh bien, avant, enfin plus tard, un mois avant sa présentation aux membres notamment du CSE, eh bien, on va pouvoir transmettre ce rapport social unique, cette base de données sociales pour qu'elle puisse être utilisée ensuite pour l'amélioration justement de cette politique là de ressources humaines. Le préalable à l'élaboration du rapport social unique, c'est la constitution de la base de données sociales. C'est ça le cœur du sujet. C'est la base de données sociales. Donc, toutes les données et tous les indicateurs dont chaque administration dispose au regard de l'état de son établissement, sous forme dématérialisée, bien entendu, hein, c'est-à-dire qu'on va rester sur un système similaire à la dématérialisation des indicateurs qui étaient pris pour le bilan social, le système plage via la TIH aussi, ça va être ces éléments-là qui vont être relevés sur ces éléments.
Et donc, du coup, eh bien, on va avoir cette forme dématérialisée sur tout ça, bien entendu. Alors oui, effectivement, une base de données sociales et une du rapport social unique. euh, je pense que dans le support là, vous allez avoir des éléments sur ce point-là, j'espère en tout cas. Euh, Après, sinon, éventuellement, vous pourrez revenir vers nous pour qu'on vous transmette des éléments anonymisés, parce que là, il faut voir aussi, pour avoir une trame, il faut anonymiser ce qu'on peut avoir sur tout ça. Alors, comme je vous disais, on va avoir dans cette base de données sociale les données et les indicateurs de l'administration, de votre administration, sous forme dématérialisée et présentés par sexe, par genre. Et ensuite, eh bien, avec une possibilité de présenter d'autres critères relatifs à l'âge, au statut d'emploi, catégorie hiérarchique, éventuellement zone géographique d'affectation, situation de handicap, etc. Tout autant d'éléments qui permettent d'avoir un croisement des données et donc un constat analytique sur la situation au sein d'un établissement. Donc, sur la base des données sociales, on va pouvoir, à N+1, faire un rapport social unique. C'est-à-dire qu'en gros, le rapport social unique est élaboré sur la base de données sociales de l'année N-1. Et je vous le disais tout à l'heure, chaque administration va être concernée par ce rapport social unique. Auparavant, pour le rapport, pour le bilan social, hein, c'était les administrations qui avaient plus de 300 agents. Aujourd'hui, le rapport social unique, il est conditionné au fait d'avoir un comité social. Parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est toutes les données et indicateurs de chaque administration auprès de laquelle est placé un comité social. Or, dans la fonction publique hospitalière, on a un comité social normalement en propre et autonome si on a plus de 50 agents. Néanmoins, si eh bien, pour les établissements aujourd'hui de plus de 50 agents, mais qui ont moins de 300 agents, certaines données ne seront que facultatives. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'allais vous préciser au regard de chacun des critères qu'on va pouvoir étudier. Euh, Après, même si on parle de comité social, hein, les données qu'on va renseigner dans la base de données sociales, elles peuvent porter sur des gens qui ne sont pas électeurs de ce comité, mais qui sont éventuellement rémunérés ou accueillis par notre administration ou par les établissements à travers ces 9 données, ces 9 indicateurs relevés dans la base de données sociales. J'entretiens le suspense, mais on va y arriver dans quelques secondes, dans quelques minutes sur ces données précises là. Juste une dernière précision c'est que, eh bien, normalement, les établissements, ils ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour mettre en place cette base de données dans leurs établissements. Les membres du comité technique devraient être informés. Bon, là, d'ici les vacances et l'installation du CSE au 1er janvier 2023, à voir s'il y a une possibilité, mais ils devaient être informés des conditions et du calendrier de son élaboration, ainsi que des modalités de son accessibilité à ses membres pour qu'ils puissent le consulter et éventuellement avoir des éléments. Sur l'année 2023, du coup, première année de mise en place du rapport social unique, il va porter sur l'année 2022, hein, comme je l'ai dit, c'est sur l'année N-1, et il pourra être élaboré à partir des données dont on dispose. Donc, notamment les indicateurs du bilan social qu'on faisait jusque-là. Et donc, pour les établissements qui n'avaient pas de bilan social, ça pourrait être une nouveauté totale de l'élaborer. Sur l'année 2024, ça va être un rapport social unique qui portera sur l'année 2023. On aura déjà un petit peu plus de recul sur ces éléments-là. Et donc, il sera élaboré à partir d'indicateurs un peu mieux fournis sur tout ça. Et donc, on va avoir ces éléments en la matière, hein, donc, pour élaborer cette base de données sociales. Et donc, comment on fait pour pouvoir identifier tous les indicateurs qui vont être contenus dans la base de données sociale? Eh bien, dans la base de données sociale, on va avoir deux types de tableaux. On va avoir deux types de tableaux. On va avoir un tableau qui va nous permettre d'opérer une ventilation. Donc, on a un critère de répartition. En général, ça peut être les modalités d'emploi et les effectifs. Donc, un premier maigre croisement, donc une première ventilation. Et ensuite, on va avoir un deuxième type de tableau pour chacun des indicateurs qui va être un croisement des données. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va nous dire, en matière de recrutement, eh bien, la ventilation du nombre de personnes recrutées en contrat, de personnes recrutées en CDI, de personnes recrutées sur tel emploi, sur tel statut, etc. Donc,
c'est la ventilation, premier élément de l'indicateur, et après le croisement. Donc si on est toujours sur le recrutement, ça va être combien de personnes recrutées, dans quelle catégorie, selon le genre, donc le sexe, l'âge, le corps, le statut, etc., etc. Des données croisées au maximum pour avoir un degré d'analyse qui soit le plus poussé possible. Enfin, je vous donne un exemple sur ce point-là en matière de ventilation. Donc la première donnée qui figure, le premier traitement des indicateurs du rapport social unique, c'est la ventilation des données. Comme je vous le disais, on va avoir par exemple un critère sexe en colonne et un critère catégorie en ligne. Si on est sur, je ne sais pas, juste une photographie des effectifs, en catégorie A, je vais avoir 886 femmes par exemple et 486 hommes. Un total de 1372 au sein de l'établissement. Là, j'ai une ventilation. J'ai une photographie de ce qu'il en est dans mon établissement. Je n'ai pas encore vraiment de données analytiques. Ce que je peux faire, c'est par contre en tirer une analyse un peu plus fine, qui ne serait pas forcément indiquée dans la base de données sociale, en mettant un pourcentage. Si j'ai une ventilation en termes de chiffres, bon, ça ne me donne pas grand-chose. Mais justement, comme je vous ai dit, il faut pouvoir exploiter la base de données sociale pour en faire un outil constructif, intéressant, et qui nous permette de faire évoluer notre politique de ressources humaines. Et donc, je vais éventuellement dégager un pourcentage. Donc 65% de femmes et 35% d'hommes en catégorie A, c'est plus parlant que d'avoir des chiffres d'effectifs. En plus, derrière, je peux mettre aussi en A+, ce qu'il en est. Parce que là, c'est toujours intéressant hein, d'avoir cet élément-là. C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est que vous voyez que là, typiquement, on sait que dans la fonction publique hospitalière, en général, on est dans ce ratio en catégorie A notamment, 65% de femmes, 35% d'hommes. Mais par contre, si on pousse la réflexion sur les catégories A+, on s'aperçoit que le ratio s'inverse. Et ça, c'est vrai que c'est un constat assez généralisé dans la fonction publique. Bref, on a cet élément qui nous permet, vous voyez là, de faire un premier constat, et donc après, éventuellement, d'essayer d'envisager des solutions par rapport à ces constats-là. Et ça peut être des solutions à votre échelle à vous, mais aussi à l'échelle du gouvernement qui réintroduira des éléments et des mécanismes de parité pour peut-être qu'il y ait plus de femmes en A+, à voir. Donc on a ce premier élément qui est la ventilation. Comme je vous le disais, hein, c'est ce premier type de tableau qui va figurer dans la base de données sociale, c'est la ventilation. Et le deuxième type de tableau dont je vous parlais, c'est le croisement. Donc on a opéré la ventilation sur ce terrain-là, et ensuite, on va aller sur le terrain d'un croisement. C'est-à-dire que, reprenons un autre exemple, si la ventilation, c'était le nombre d'accidents de service, accidents de trajet, maladie pro, maladie hors tableau, affections psychiques, celles qui sont reconnues imputables au service, etc., et qu'on a une indication dans l'arrêté que le croisement à opérer, c'est le type d'affection, la gravité, la catégorie au niveau hiérarchique et le métier et le sexe, je vais en dégager un tableau extrêmement précis qui va m'identifier en fonction des emplois le nombre d'accidents par sexe, par catégorie, le total. Vous voyez? Donc on peut pousser vraiment le croisement en fonction de ce qui nous est indiqué. Donc ça va générer beaucoup de tableaux. Hein. Tout ça pour vous expliquer hein, vraiment le principe, c'est que dans la base de données sociales, on va avoir ces deux types de tableaux. Un tableau sur la base d'une ventilation, un tableau sur la base d'un croisement des deux. Et quelle est cette règle du jeu prévue par arrêté? Eh bien, elle est fixée par donnée et par indicateur. Prenons la première donnée, le premier indicateur, c'est l'emploi. Dans le texte, dans le décret même, on nous dit premier indicateur, l'emploi. Subdivisé dans plein de domaines. D'abord, on va devoir opérer une ventilation des effectifs. Une ventilation des effectifs, donc les statuts d'emploi, les catégories hiérarchiques, etc., etc. Et ensuite, au-delà de la ventilation, ou en tout cas, on va utiliser cette ventilation pour croiser les données. C'est-à-dire que, on va analyser ces données, notamment le statut d'emploi, qui va faire l'objet d'un premier tableau, mais cette fois-ci, on va le croiser avec les fondements juridiques de recrutement, les catégories hiérarchiques, le genre, et donc on va avoir un tableau qui va tracer l'étude de l'emploi et des effectifs à travers le statut, à travers le fondement juridique de recrutement de la catégorie hiérarchique et du sexe. Ça va nous faire des colonnes et des lignes. Je vous donnerai des exemples après hein, de certaines de ces données-là, forcément.
Donc ça, sur cet premier indicateur, l'emploi. Et d'ailleurs, ce premier indicateur sur la ventilation des effectifs et le croissement des données, hein, ça vaut pour tous les établissements. Pour ceux qui ont plus de 300 agents, on va aller dans le détail. C'est ce que nous dit l'arrêté, hein, c'est qu'on ne va pas se contenter seulement d'avoir une ventilation des effectifs, on va plutôt relever les effectifs d'abord physiques en équivalent temps plein, mais en équivalent temps plein annuel géré d'une part, et ensuite une deuxième ventilation en équivalent temps plein, euh, en équivalent temps plein annuel rémunéré. Euh, alors, le fondement juridique du recrutement, ça va concerner l'article qui a fait l'objet du recrutement, notamment si on est sur un contrat ou sur un recrutement de fonctionnaires, ça va être éventuellement, est-ce que c'est par la voie réservée, est-ce que c'est par promotion interne, par avancement de grade, est-ce que c'est par réussite à un examen professionnel, et ensuite le fondement juridique, c'est-à-dire eh bien l'article auquel est référencé ce recrutement. Si je suis sur un contrat, par exemple, eh bien, est-ce que c'est un accroissement temporaire? Est-ce qu'on est sur un emploi permanent, un emploi temporaire, ou un besoin permanent sur un besoin temporaire sur emploi permanent? Voilà. Ça va être ça le fondement juridique, hein. Indiquer l'article auquel il fait référence. Si ultérieurement vous avez besoin de données sur les différents fondements juridiques de recrutement des contractuels, hein, on peut vous envoyer des éléments sur tout ça avec plaisir. Donc, on va avoir cette ventilation qui va être faite avec ces croisements derrière. Si je continue sur ce critère, cet indicateur de l'emploi, pareil, on va avoir comme ventilation le nombre de CDD transformé en CDI, avec toujours le fondement juridique de recrutement. Est-ce qu'on est sur un besoin qui nécessite des connaissances hautement spécialisées? Est-ce qu'on est sur l'absence de corps de fonctionnaires? Est-ce qu'on est sur un emploi à temps non complet? Tous ces éléments, avec l'ancienneté aussi, bien entendu. Euh, donc le nombre de CDD transformés en CDI pour tous les établissements. Par contre, vous voyez que le nombre de stagiaires de droit privé, ça va être que pour les établissements de plus de 300 agents. Euh, on va avoir aussi l'âge moyen et l'âge médian des effectifs au sein de l'établissement qui va devoir être tracé. Là aussi, pour tous les établissements, c'est un élément qu'il faut indiquer dans la base de données sociales. Et bien sûr, on va croiser les données, c'est-à-dire le statut d'emploi avec la catégorie hiérarchique sur laquelle sont recrutés ces agents contractuels et leur genre. Euh, donc, on va avoir ces éléments qui vont pouvoir être indiqués sur le premier indicateur, l'emploi. On va avoir aussi eh bien, une ventilation, donc un renseignement sur la ventilation du nombre de demandes d'autorisation d'exercice d'une activité accessoire. Donc un cumul d'activités, donc à savoir ce qu'il en est. Donc la ventilation, on trace un tableau avec ces données de demande d'autorisation d'exercice d'une activité accessoire. Et ensuite, eh bien, on va croiser ces données-là avec l'activité accessoire exercée, la décision d'autorisation d'exercice de cette activité, hein, éventuellement la durée de la décision, euh, euh, le renouvellement ou la décision initiale. Euh, Est-ce que c'est une activité accessoire accomplie au titre de telle ou telle activité prévue par le décret sur le cumul d'activités, etc. Et les catégories hiérarchiques dans lesquelles. Ça va nous permettre aussi d'avoir une photographie de tout ça. Et vous voyez, typiquement, cet indicateur-là, s'il remonte à l'échelle nationale, ensuite, eh bien, si on constate que eh bien, beaucoup de catégories C cumulent un emploi qui est en fait sur un emploi de même euh, compétences, mais il le fait dans le privé pour arrondir les fins de mois, ça peut vouloir nous dire aussi que la rémunération n'est vraiment pas assez élevée et que ça implique que des personnes puissent avoir un autre emploi. Ça peut aussi permettre de nous dire, bon, bah, faudrait peut-être simplifier les procédures en matière de cumul d'activité, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui y recourent, en tout cas de ce qu'on sait. C'est aussi quelque chose d'important, hein, ou de peut-être alléger les sanctions possibles à l'égard des personnes qui cumulent sans autorisation. Euh, donc, euh, euh, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de bonifier ce que vous renseignerez, vous, dans votre base de données sociale. Poursuivons si vous voulez. Alors, je vous ai mis tous les critères parce que bah, déjà, je pense que ça permet aussi d'avoir une idée de la manière
de présenter tout ça, même si je vais donner des exemples juste après, mais ça nous permet aussi de pouvoir exploiter ces éléments. Donc, si on est sur la donnée 2, hein, l'indicateur numéro 2 de cette base de données sociale, donc les recrutements, pareil, on va avoir la ventilation du nombre d'agents fonctionnaires recrutés au cours de l'année. Donc là, ça concerne tous les établissements, hein, même moins de ceux de 300. Donc cette ventilation opérée d'agents fonctionnaires recrutés, par catégorie, par corps, par grade, par voie d'accès. Et puis après, on va croiser les données, la catégorie hiérarchique, le corps, la voie d'accès et le genre, qui va nous donner aussi un angle analytique à cette base de données sociales sur les recrutements, en sachant que cette ventilation du nombre d'agents fonctionnaires recrutés au cours de l'année, eh bien, va concerner tous les établissements, plus de 300 ou moins de 300. Alors que dans le cadre des recrutements, on a aussi un indicateur qui est relatif au nombre de membres de jury des concours et examens, qui pour le coup est un indicateur applicable aux établissements de plus de 300 agents. Et sur les recrutements, bien entendu, puisque là, on a parlé de fonctionnaires, on va parler aussi de contractuels recrutés sur un emploi permanent, qui là va être un indicateur qui va concerner tous les établissements, qui va être croisé aussi, hein, donc en fonction du niveau hiérarchique, du fondement juridique de recrutement, du type de contrat, durée, CDD, CDI, etc., et le sexe, le genre. Donc sur les recrutements, on va aussi pouvoir poursuivre avec une ventilation sur le nombre d'agents contractuels et d'autres personnels recrutés sur un emploi non permanent au cours de l'année. Ça va vraiment être pour tous les établissements aussi, cette indication-là en ventilation, et après en croisement des données. On va aussi avoir une ventilation du nombre d'agents nommés au cours de l'année sur un poste de cadre supérieur ou dirigeant, euh, dont en primo-nomination. Ça veut dire qu'on va devoir faire un petit encart dans le tableau, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, catégorie A, B, C, dont A+, donc au sein des catégories A, ce qu'il en est. C'est une sous-catégorie qu'on va pouvoir identifier assez facilement dans le tableau. Et ensuite, on va croiser ces données en sachant que cette ventilation-là des postes de cadre ou dirigeants, hein, ça reste applicable, en tout cas obligatoirement, pour les établissements de plus de 300 agents. C'est-à-dire ceux qui sont à moins de 300 agents ne sont pas dans l'obligation d'avoir ces critères. Donc, je pense qu'ici, on a des établissements de moins de 300. J'espère qu'ils sont rassurés parce que vous avez vu qu'à chaque indicateur, je vous dis quand même qu'il y a des indicateurs qui ne sont pas obligatoires pour vous. Et il y en a, j'oserais un découpage comme ça à brûle pour point, mais je pense qu'il doit y avoir à peu près la moitié des indicateurs qui ne vont pas être obligatoires pour les établissements de moins de 300 agents. Hein, vous me direz si ça se confirme ou pas dans ce que je dis, mais je crois que c'est le cas. Passons au troisième indicateur qui est celui des parcours professionnels, hein. Donc là, il est découpé en plusieurs parties avec une partie mobilité, pareil, hein, alors, qui va concerner cette mobilité, tous les établissements, ventilation du nombre de postes publics comme vacants ou susceptibles d'être vacants, la ventilation du nombre de candidatures, la ventilation du nombre de postes pourvus à la suite d'une publication, de postes vacants, etc., hein. Donc sur cette mobilité, on va avoir plusieurs critères. Mais aussi la ventilation du nombre de postes qui n'a pas fait l'objet, qui n'a fait l'objet d'aucune candidature. Euh, c'est aussi un petit tableau qui peut être utile après pour exploiter. À voir. Des fois, on se dit, on constitue le tableau, à quoi ça va me servir? Bah, une fois qu'il est constitué, on aura une idée sur ça, surtout que là aussi, ça concerne tous les établissements, cet indicateur de mobilité en matière de parcours professionnel. Si on est sur toujours dans les parcours professionnels, mais sur le sous-indicateur, le sous-critère, l'avancement de grade et la promotion interne, là aussi, on a l'identification du nombre de promouvables et du nombre de promus. Ces deux critères, là, ces deux indicateurs que vous voyez à gauche de la slide sont eh bien, aussi obligatoires pour tous les établissements. Alors qu'à droite, la durée moyenne dans le grade, par exemple, hein, c'est pour les établissements de plus de 300 agents. Donc, on va avoir tous ces éléments là qui vont pouvoir être relevés aussi. De la même manière, si on est toujours sur l'avancement de grade et la promotion interne, la durée moyenne dans le corps d'origine, ça va être pour les établissements de plus de 300 agents qu'on va pouvoir indiquer en termes de ventilation. La réussite au concours ou aux examens professionnels, pour le coup, va concerner tous les établissements et va aussi faire l'objet d'un croisement des données sur ces sujets-là. Donc là, on est encore dans les parcours professionnels, dans la deuxième sous-catégorie, hein. La première, c'était la mobilité. Cette deuxième, c'est l'avancement de grade et la promotion interne. On a une troisième sous-catégorie dans cette troisième indicateur des parcours professionnels, c'est le départ. Forcément, on a la mobilité,
on a les avancements et la promotion interne, on a les départs. Dans le cadre de ces départs, eh bien, ça va être pour tous les établissements, hein, les moins de 300 ou plus de 300 agents, la ventilation du nombre d'agents qui ont quitté leur fonction au cours de l'année et qui va être classé selon le motif de départ. Hein, vous allez tracer tous les motifs de départ, démission, licenciement, rupture conventionnelle, abandon de poste, tous ces éléments, et on va croiser les données au regard du statut d'emploi, de la catégorie hiérarchique, de l'âge, du genre aussi. Donc, encore une fois, quelque chose de très précis sur les parcours professionnels avec 3 sous-catégories. Le 4e indicateur qui va concerner la formation, toujours pareil. Le nombre d'agents formés dans le cadre d'une ventilation et bien, qui va concerner cette ventilation du nombre d'agents formés, tous les établissements, alors que les dépenses de formation, les jours de formation, le nombre de stagiaires en formation, là, va concerner les établissements de plus de 300 agents. Vous voyez, donc sur cet indicateur de formation, hein, on n'a qu'un seul indicateur de la formation qui va concerner tous les établissements. Tous les autres critères seront étudiés si jamais on est un établissement de plus de 300 agents. Alors, c'est pas moins de 300 lits, hein, c'est moins de 300 agents en effectif dans l'établissement. Éventuellement, oui, je peux vous donner tout ça. Hein, ça peut être rapide de le faire au moment où je transmets le support à la NFH. Donc, on a, alors c'est indiqué dans l'arrêté aussi, hein, ah, très bien, on est d'accord. C'était une erreur, c'était, j'imagine, une coquille, parce qu'on a l'habitude de parler d'établissements en fonction du nombre de lits, donc j'entends tout à fait votre coquille. Alors, sur la formation, là aussi, on est sur des établissements de plus de 300 agents, sur le nombre de demandes de congés de formation qui ont été formulées au sein de l'établissement, et on est sur les demandes de congés de formation, donc on n'est pas sur ceux qui ont été accordés, mais plutôt toutes les demandes et on va le croiser avec la décision qui a été prise au regard de ces demandes. Vous voyez, c'est intéressant aussi d'en dégager une statistique. Voilà sur la formation, pareil sur les rémunérations, hein, on va avoir la masse salariale en euros, l'ensemble des dépenses de rémunération et charges sociales pour tous les établissements pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'identifié, alors que la masse salariale brute annuelle cumulée des 10 rémunérations les plus élevées, là ça va être les établissements de plus de 300 agents. Et chose étonnante, pour le coup, la ventilation du nombre d'agents qui bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d'achat, la JIPA, là, ça va être sur tous les établissements. Bon. Et il n'y a pas de croisement de données par rapport à ça. Vous imaginez bien qu'en matière de rémunération, il y a d'autres éléments qui font l'objet d'un croisement. C'est notamment par rapport à la ventilation du total des rémunérations annuelles brutes versées. On va croiser ces données aussi. Et pour tous les établissements, moins de 300 et plus de 300 agents, par rapport au statut d'emploi, la catégorie hiérarchique, l'âge, le sexe, etc. La rémunération, c'est un gros élément de cette base de données sociale. Vous allez voir, en fait, j'ai l'impression qu'on y va crescendo aussi, parce qu'on a vu effectivement recrutement, mobilité, etc. Mais rémunération, on commence à avoir quelque chose de consistant, avec aussi une ventilation du nombre d'équivalents temps plein annuels rémunérés, donc pour tous les établissements, et l'indicateur de l'outil des JFP qui permet d'analyser les écarts de rémunération de femmes, qui va être pour les établissements de plus de 300 agents. Et là, on n'a pas de croisement de données. On a aussi toutes les autres rémunérations. Ventilation du total des rémunérations annuelles brutes, dont les heures supplémentaires, et la ventilation du nombre d'équivalents temps plein rémunérés qui va concerner tous les établissements. Donc vraiment cette distinction entre ce qui concerne tous les établissements de moins de 300 agents, qui peuvent aussi reprendre ces données, hein, ça peut être intéressant. Par contre, c'est pas obligatoire. Donc, forcément, si c'est pas obligatoire, j'imagine qu'il y en a assez peu qui le feront, mais ça peut être intéressant aussi d'aller sur ce terrain. Alors, on en est à la donnée 5, à l'indicateur 5. Je vous ai dit, il y en a 9 en tout. Donc, on en a encore 4. Et ça va le faire. On en a encore 4 parce que les 4 autres sont un peu plus précis. Notamment le critère sur la santé et la sécurité au travail. Là, on a des sous-catégories sur ce domaine-là, notamment une première sous-catégorie en matière de risque professionnel. Donc, accident du travail, maladie pro, les violences sur agents. Donc, ça va être le nombre d'accidents de service, accidents de trajet, maladie pro, accidents mortels aussi, hein, qui vont concerner du coup tous les établissements. Mais aussi le nombre d'accidents et de maladies qui a donné lieu à reconnaissance d'une invalidité, invalidité temporaire ou pas, donc vraiment hein, quelque chose de très précis. Et là, cette précision-là, ça va être sur les établissements de plus de 300 agents, en général, le découpage
on peut l'avoir là-dessus. On va avoir une donnée générale pour tous les établissements et une donnée encore plus précise qui va concerner les établissements d'une certaine taille aussi. On va avoir un renseignement en matière de santé et sécurité au travail aussi sur les dispositifs de signalement, le nombre de saisines du dispositif de signalement, en fonction du motif, hein, est-ce que c'est une violence, est-ce que c'est une agression, est-ce que c'est une discrimination, est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que c'est harcèlement moral, sexuel. Donc harcèlement, on pourrait distinguer, harcèlement moral, harcèlement discriminatoire. Vous voyez, c'est vraiment des indicateurs. Et là, ça va concerner tous les établissements aussi, hein, ces dispositifs de signalement. On va avoir aussi hein, éventuellement le nombre d'actes de violence, de discrimination, le nombre de victimes d'actes de violence, etc. Le nombre de signalements par type d'acte, etc. Là, qui vont concerner plutôt l'établissement de plus de 300 agents parce que on rentre dans cette précision. On a même un indicateur sur la protection fonctionnelle. Le nombre de mesures de protection fonctionnelle accordées au cours de l'année pour tous les établissements. Éventuellement, le montant des sommes versées si on est dans une protection fonctionnelle accordée dans le cadre d'un accompagnement juridictionnel, donc le remboursement des honoraires engagés auprès d'un avocat. Mais là, ça va concerner aussi les établissements de plus de 300 agents. Un indicateur sur les suicides, qui vont concerner tous les établissements. Un indicateur sur les acteurs de la prévention, hein, donc le nombre d'acteurs de la prévention, dont ceux qui ont pris leur fonction au cours de l'année, qui va concerner tous les établissements. Aussi, on va avoir les instances de prévention, donc tout simplement le nombre de formations spécialisées au sein du CSE, le nombre de membres de la formation spécialisée, les agents et les services couverts, le nombre de réunions de la formation spécialisée. Voilà, tout ça, c'est des indicateurs qui vont concerner tous les établissements. Tous les établissements. Après, on va même avoir une précision pour ceux qui sont à plus de 300 en effectif, avec le nombre de groupes de travail ou de réunions, le nombre de visites aussi réalisées au sein de l'établissement, le nombre d'expertises certifiées, le nombre de saisines du CSE, le nombre de dangers graves et imminents, les registres santé et sécurité au travail, les documents reçus, consultés, étudiés, le nombre de rapports du médecin du travail. Vous voyez à quel point on va très loin là-dessus. On va avoir même les commissions médicales, le nombre de propositions de périodes de préparation au reclassement, les demandes de reclassement qui ont été faites dans l'établissement, le nombre d'agents reconnus définitivement inaptes au terme d'une procédure, ou en cours de procédure ou au début, sans avoir à utiliser l'une de ces procédures, le nombre de temps partiel thérapeutique aussi. Hein, donc tous ces éléments qui vont figurer juste dans l'item instance de prévention. C'est l'indicateur santé et sécurité au travail, c'est l'item instance de prévention, et on a 10 pages là-dessus. J'exagère en disant 10 pages, mais un tableau, ça fait rapidement 10 pages quand même. On va avoir aussi l'item sur les actions de prévention, donc l'inspection du travail, les formations en santé et sécurité, le document unique d'évaluation des risques professionnels, les actions mises en œuvre, l'usure, les risques psychosociaux, etc. Et la médecine de prévention, son organisation, les suivis médicaux qui ont été opérés. En matière de santé et sécurité au travail, on va avoir tout autant d'items hein, qui vont avoir leur importance aussi sur les risques identifiés au sein de l'établissement. De la même façon, l'organisation du travail et du temps de travail. Des indicateurs qui vont concerner aussi, pour le coup, tous les établissements. L'organisation et les cycles de travail, les astreintes, le télétravail, les heures supplémentaires, le temps complet, incomplet, le temps plein et le temps partiel, le taux d'absentéisme, hein, donc gros volet aussi hein, sur le taux d'absentéisme, parce que ça aussi, je pense que c'est un indicateur qui ne manquera pas d'être étudié et analysé pour en faire quelque chose d'intéressant, que ce soit à vous, à l'échelle de votre établissement, ou au gouvernement, pour réglementer ou légiférer sur certains points. Je pense notamment au taux d'absentéisme, hein, qui vous permettrait de dire que vous remarquez un taux d'absentéisme en fonction de la durée de cet absentéisme, de la catégorie, du service, etc. Ça pourrait entraîner pour vous une analyse sur le fait que vous allez devoir remettre certaines procédures au goût du jour, hein, notamment éventuellement indiquer aux agents qui ne transmettent pas leur arrêt maladie dans les 48 heures que s'ils recommencent à accuser un retard de 48 heures dans la transmission d'un arrêt maladie, vous suspendrez de moitié leur rémunération entre la date d'établissement de l'arrêt et la transmission à vos services. Ça peut être un moyen d'agir sur l'absentéisme. Hein. Alors, c'est vraiment un exemple comme ça hein, que je vous donne. Mais voilà, par exemple, ce qui peut permettre de le faire. Ou le CET. Se dire, bah, peut-être je vais ouvrir le CET pour tout le monde, ou peut-être je vais envisager certaines modalités. Voilà. Hein, de distinguer les absences de travail hors raison de santé et pour raison de santé aussi, ça a son importance pour savoir exactement comment je fais. Et peut-être indiquer aussi aux agents qu'il y a une ventilation et une modularité aujourd'hui
des absences. Hein, c'est-à-dire que hors raison de santé, par exemple, on a, je vous prends 3 types de congés qui ont fait l'objet d'une évolution ces dernières années, depuis 2020. Le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale, qui aujourd'hui peuvent être pris à temps partiel, de manière fractionnée aussi, etc. Ça peut permettre de réduire aussi les absences hors raison de santé. Si vous indiquez aux agents qu'ils ont vraiment la possibilité de bénéficier de ces absences, mais de manière soit fractionnée, soit à temps partiel. Ça peut être intéressant aussi de l'avoir, et vous aurez ce constat-là, cette mise en place-là, sur la base du constat que vous aurez fait sur ce point. Une huitième donnée, l'avant-dernière, l'action sociale et la protection sociale, hein, donc les agents qui en bénéficient, le montant des dépenses qui vont concerner tous les établissements, et puis ensuite, eh bien, éventuellement aussi donc le croisement des données de ces éléments, et puis le montant de la dépense, éventuellement s'il y en a des crèches collectives ou services de restauration, vous vous en doutez, autant le montant de la dépense consacrée à l'action sociale ou la ventilation du nombre de bénéficiaires concerne tous les établissements, autant le montant des dépenses en crèche collective ou des dépenses par agent du service de restauration, eh bien, ça va être les établissements de plus de 300 agents. On va plutôt aller sur ce point. Et ensuite, eh bien, une dernière donnée, un dernier critère qui va être le dialogue social. Alors là, avec les organismes consultatifs, donc par exemple le nombre de représentants qui va concerner tous les établissements, mais aussi la participation au congrès. Comme vous vous en doutez, on est dans quelque chose d'un peu plus précis. Donc, on va être sur les établissements avec plus de 300 agents. La même chose pour les moyens humains accordés, les autres moyens aussi, hein, les négociations engagées, les recours formés en CAP, le nombre de jours non travaillés dans le cadre d'une grève. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont relevés pour les établissements de plus de 300 agents. Et la discipline, donc les sanctions qui sont prononcées, là, pour le coup, ça va concerner tous les établissements. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va concerner eh bien, l'ensemble du dialogue social. Donc un 9e critère sur ce point-là, un 9e indicateur. Vous voyez en quoi, eh bien là, en une demi-heure, 3/4 d'heure, on a pu brasser l'ensemble des indicateurs qui sont identifiés dans la base de données sociales. On a vu quels sont ces indicateurs obligatoires pour tout le monde ou pas, et on a vu exactement comment constituer cette base de données sociale. Alors, pas encore exactement, hein, j'ai prévu de vous donner une petite illustration tout de suite, mais il va falloir aussi envisager, une fois qu'on a tracé ces tableaux, de manière très simple et classique, eh bien, on va passer à une conversion de cette base de données sociale en rapport social unique. Et comment on va faire? Eh bien, on va analyser tous ces éléments, toutes ces données pour le traduire en rapport social unique, pour le convertir en rapport social unique. Et on va concentrer notre analyse sur les caractéristiques des emplois, la situation des agents, la situation comparée femmes-hommes, bien entendu, et toutes les mesures relatives à la diversité, la lutte contre les discriminations, les agents en situation de handicap, etc. Toutes les analyses qui seraient de nature à améliorer notre performance et notre politique de ressources humaines au sein de l'établissement. Hein, donc ça peut donner des manifestations de ce type-là. Hein, si on est sur le premier indicateur, l'emploi, par exemple, au moment du croisement des données, on va avoir les contractuels, le nombre de catégories, notamment les A+, le taux de féminisation, par exemple. Aussi, hein, donc par femme et par homme, on va avoir tout les croisements de données qui va donner ça dans le rapport social unique grâce à cette base de données sociales. Hein, si on va un peu plus loin encore sur l'emploi, les déclarations obligatoires d'agents en situation de handicap et l'évolution de ce nombre d'agents, hein, donc sur les années. Donc on a un constat sur le nombre de travailleurs et leur évolution par année, le taux d'emploi direct, le taux d'emploi légal aussi, les contributions versées au FIPHFP. On voit que là, dans cet exemple-là, on a une diminution et du coup une suppression de contribution, donc un passage à plus de 6% d'agents en situation de handicap au sein de l'établissement à partir de l'année 2021. Et ça, c'est pas forcément pour vous que le constat sera intéressant, mais c'est par contre au niveau national qui dira, voilà, il y a tant d'établissements qui sont à plus de 6%, tant d'établissements qui sont encore à moins. Peut-être que s'il y en a trop qui sont à moins de 6%, il faut que je les aide, et peut-être qu'en 2022, il y en aura tant à moins de 6%, et puis
en 2023, 2024, etc., on voit que ça va avoir tendance à revenir aux 6%. Intéressant comme données statistiques. Après, pour agir, surtout. Hein, vous voyez. Et là aussi, par exemple, sur l'âge moyen au sein de l'établissement, on a un indicateur hein, sur l'emploi notamment de croisement de données de l'âge moyen par catégorie, par genre, par type d'emploi. Donc c'est ce que je fais dans ce tableau, hein, tracer tous ces éléments. Alors c'est fictif hein, sur des effectifs, mais c'est possible d'aller sur ce terrain. Et en plus, on nous demande l'âge moyen, donc la moyenne d'âge des agents au sein d'un établissement, mais on nous demande aussi de tracer l'âge médian, qui est une autre donnée statistique et qui nous permet d'avoir une exploitation un peu différente. C'est l'âge qui divise, vous savez, une population en deux groupes égaux, hein. C'est-à-dire que, eh bien, au sein d'une population représentée, donc en catégorie, en contractuel, en fonctionnaire, etc., eh bien, je vais avoir l'âge médian, c'est-à-dire ce n'est pas l'âge moyen, c'est l'âge qui sépare une première partie des plus jeunes et une deuxième partie des plus vieux. La moitié plus jeune, la moitié plus âgée, donc 50% de jeunes, 50% de plus âgés, et au milieu, c'est l'âge médian. Et donc, on va tracer ça qui va nous donner un autre angle de réflexion, et peut-être qu'on n'a pas encore prévu à l'avance, hein, mais qui peut le donner aussi. Donc, c'est l'intérêt aussi de cette exploitation statistique à travers cette base de données sociales qui va ensuite eh bien, servir à renseigner le rapport social unique, et ce rapport social unique eh bien, servira à débattre au sein du CSE sur l'évolution des politiques de ressources humaines. Je vous ai déjà présenté les intérêts et les avantages de ce rapport social unique hein, à travers l'alimentation des lignes directrices de gestion, eh bien, ou la prise en compte de certaines données pour la gestion stratégique des RH, mais surtout, eh bien, matériellement, on va débattre sur l'évolution des politiques des ressources humaines sur la base de ce gros travail que vous aurez réalisé et vous devrez transmettre aux membres du CSE ce rapport avant sa présentation et dans les 60 jours suivant cette présentation, eh bien, vous rendrez public ce rapport sur le site internet de l'établissement ou éventuellement par tout autre moyen qui vous paraîtrait plus adéquat pour que tout le monde bénéficie aussi d'une étude sur l'ensemble des données qui sont présentées dans le rapport social unique. Hein, c'est pas forcément la base de données sociale qui, je vous le rappelle, est à la disposition des représentants du personnel en CSE ou en formation spécialisée. Euh, ça va être quelque chose qui va permettre d'alimenter le débat, mais surtout de construire votre base de données sociale. Et votre base de données sociale, elle, sera transmise à l'ensemble des agents de l'établissement sur ces éléments. Voilà. On a pu en finir à peu près dans les temps. Je suis désolé, il est 11h02. J'avais prévu quand même qu'on s'arrête un petit peu avant pour éventuellement des questions réponses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nathalie, vous pouvez mettre fin à l'enregistrement. J'en prends note. Merci Merci, beaucoup, Nathalie. Nathan.